Bonjour. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ce cours est donc organisé cette année non plus sur la base des tropes de la guerre littéraire, comme l'an dernier, mais autour de quelques grandes figures ou personnalités. Et la première que j'ai choisie, qui s'imposait, c'est Paul-Louis Courier, puisque Paul-Louis Courier est l'inventeur du pamphlet, l'homme du pamphlet, comme on l'appelle, et que Paul-Louis Courier est un grand écrivain du XIXe siècle. Il est présent dans tous les manuels de littérature de la Troisième République, dans ses croisades anticléricales. Et puis, c'est un écrivain qui a disparu, qui est oublié depuis et qui est indisponible. Et je vous rappelle, je crois que je terminais avec ceci, ce que vous pouvez trouver aujourd'hui de Courier, un recueil de ses pamphlets, publié par Michel Crouzet, donc spécialiste de Stendhal, et on va comprendre pourquoi il s'est intéressé à Crouzet, une biographie et le site de ses amis où vous trouverez en vérité tous ces textes sous forme numérique. L'un des premiers champions de Paul-Louis Courier a en effet été Stendhal, dont il a été proche. Stendhal qui est plus jeune d'une dizaine d'années, mais qui a traversé les guerres de la Révolution et de l'Empire surtout, je dirais un peu avec le même dilettantisme que Courier. Je décrivais la semaine dernière comment il avait été plutôt déserteur. Il rejoignait ses postes avec beaucoup de retard. Comme officier d'artillerie, il était mis aux arrêts. Donc il y a un point de ressemblance avec Stendhal, ce que Carrel avait appelé son éloignement philosophique des hauts grades. Et de la même manière que Courier, Stendhal a découvert l'Italie. Comme Courier, il retournera en Italie une fois libéré de l'armée. Et Stendhal, je dirais, c'est le premier à faire l'éloge de Courier dans ses chroniques dans la presse britannique. Stendhal a tenu une chronique entre 1823 et 1829 dans la presse britannique, le Paris Monthly Review, par exemple. Et cette chronique, je crois que je l'avais citée l'année dernière à propos de ces attaques du compérage. Le compérage, les écrivains qui écrivent les uns sur les autres et qui sont solidaires. Dans cette chronique, eh bien, Stendhal revient très souvent à Courier, et puis ce sont exactement les années des pamphlets, le début de ces années 20 sous la Restauration. Voici ce qu'il écrit par exemple en novembre 1823 dans la Paris Monthly Review. Sans doute l'Angleterre n'a-t-elle jamais entendu parler de Paul-Louis Courier, et pourtant c'est l'écrivain qui, estime-t-on, à Paris, se rapproche le plus de Voltaire. Par l'élégance enjouée de son style, le mordant de sa satire et la veine caustique de son ironie. Ces temps derniers, il s'est amusé, et le public avec lui, a tiré de temps à autre une volée de boulets de papier à l'encontre des autorités constituées. À peu près tous les mois, M. Courier adresse au monde, au moyen d'une presse lithographique, une espèce de lettre provinciale sur la grande affaire du jour ou sur les mesures prises par le gouvernement. Et on a là, dans ces quelques mots de Stendhal, beaucoup de termes intéressants. D'abord, vous remarquez que le mot pamphlet n'existe pas encore, il n'est pas encore employé pour désigner le genre dans lequel Courier s'exerce. On trouve le mot de satire, le mot d'ironie, l'expression espèce de lettre provinciale qui nous renvoie évidemment aux lettres de Pascal, mais le mot pamphlet n'existe pas. Et puis il y a deux patrons de ce nouveau genre littéraire qui apparaît et qui sont Voltaire et Pascal. Il se rapproche de Pascal par ce mordant et cette ironie, et c'est un nouveau Pascal
Et je crois qu'on peut remarquer que ce rapprochement sera systématique. À travers tout le XIXe siècle, et je dirais jusqu'à 1940, Courier a été le Voltaire et le Pascal de l'époque. Bon, et puis il y a cette référence à cette presse lithographique. Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une presse lithographique, mais en tout cas, il s'agit bien de ces nouveaux moyens de produire de l'imprimé à bon marché. Ce que Courier publie, ce sont des petits livrets, comme celui-ci. Je vous montre l'un d'entre eux. Ils font 16 pages. C'est un livret intitulé « Livret de Paul-Louis Vigneron » pendant son séjour à Paris, donc sorte de nouvelle à la main, en mars 1823, numéro 3, 5e édition. Donc c'est une feuille pliée en 3 qui donne 16 pages de texte, et on peut donc vendre la feuille. On vend une feuille que l'on découpe pour faire 16 pages de texte. C'est au fond un tract, et c'est ce qui se répand en ce début du XIXe siècle à bon marché. On est en 1823. Je vous disais la semaine dernière que le texte qui couronne la carrière de Courier, c'est ce texte qui s'appelle « Le pamphlet des pamphlets », l'année d'après, 1824, et donc le mot est là. Le mot est apparu dans la langue française, le pamphlet des pamphlets, et Stendhal écrit à propos de ce pamphlet des pamphlets dans la New Monthly Magazine en mai 1824, il écrit « Monsieur Courier », et vous voyez que non seulement pamphlet apparaît, mais aussi pamphlétaire, « Monsieur Courier est à la fois le premier pamphlétaire de France et l'un des meilleurs hellénistes dont le pays puisse s'enorgueillir. » Donc non seulement pamphlet est apparu, mais pamphlétaire. Les pamphlets de M. Courier offrent un singulier exemple du pouvoir du style. En général, il n'y a rien de très nouveau ni de très frappant dans la matière. Leur grand mérite est dans la manière. Et c'est cette ironie, ce piquant. Et eh bien, je souligne que, vous voyez, qu'en un an, le mot pamphlet est à la mode dans la langue française de 1823 à 1824, grâce à ce texte qui s'appelle « Le pamphlet des pamphlets » de Courier, sur lequel j'aurai à revenir. Et puis voici encore Stendhal, c'est un texte un peu plus développé, toujours dans la presse britannique. C'est un texte qui est intitulé « L'état actuel de la littérature française en prose ». Donc Stendhal, en 1825, fait le point sur l'état de la littérature française en plusieurs articles, dont celui-ci sur la prose. C'est un article donc de juin 1825, et voici ce qu'il dit de Courier, qui vient en deuxième position. Il est le second écrivain après Chateaubriand. Le premier écrivain en prose en 1825, c'est Chateaubriand. Le deuxième, c'est Courier. Et le troisième, c'est Jouy, Étienne de Jouy, dont j'ai beaucoup parlé lorsque je parlais des chiffonniers. C'est les ermites en liberté. C'est pour le successeur de Louis-Sébastien Mercier qui écrit sur Paris. Donc ce sont les trois premiers prosateurs français aux yeux de Stendhal en 1825. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que l'article date de juin 1825. Courier, en fait, était assassiné en avril, mais l'article, apparemment, date d'avant l'assassinat, et Stendhal ne le mentionne pas. Et il dit de lui cet excellent et original écrivain passe en France pour un second Pascal. Toujours cette analogie avec Pascal. Monsieur Courier publie de temps à autre une brochure de quelques pages. Et là aussi, le mot pamphlet n'est pas prononcé, c'est brochure que Stendhal utilise. Et voici ce qu'il dit donc de la prose de Courier. Son chef-d'œuvre est une lettre ironique de Louis XVIII à son bien-aimé frère
Ferdinand d'Espagne. On peut citer ensuite, pour le piquant et la naïveté, sa pétition pour les villageois qu'on empêche de danser, dont il y eut 10 000 exemplaires vendus en quelques jours. C'est toujours une feuille à plier en trois. Sa lettre à l'occasion de la souscription pour le château de Chambord, dont j'ai parlé la semaine dernière, ce qui l'a conduit en prison, sa protestation contre l'achat du château de Chambord pour l'offrir au duc de Bordeaux, l'enfant du miracle. Le château de Chambord a conduit l'auteur à la prison de Sainte-Pélagie pour 2 mois. Le style de M. Courrier, rapide, concis, plein d'humour, naïf, fait un contraste singulier avec la manière ambitieuse, académique et parfois obscure de Chateaubriand. Donc Chateaubriand vient en premier, il est le premier prosateur français, mais vous voyez clairement où est la préférence de Stendhal. Chateaubriand est académique et obscur. Alors n'oublions pas que Chateaubriand vient d'avoir été chassé du ministère des Affaires étrangères. Chateaubriand est ministre des Affaires étrangères en 1823 et 1824. Donc il est un homme important et il vient de mener la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne pour remettre sur le trône le roi des Bourbons. Donc il y a là tout un contexte très intéressant. Et lorsque Stendhal évoque ce texte de Fourier, le texte de Fourier, il paraît que j'ai dit plusieurs fois la semaine dernière Fourier au lieu de Courrier, et voici que je recommence. Le texte de Courrier que Stendhal préfère, c'est donc cette lettre ironique de Louis XVIII à son bien-aimé frère Ferdinand d'Espagne qu'il vient de remettre sur le trône après l'expédition dirigée par Chateaubriand. Et Stendhal renvoie donc à cette lettre de 1823 au moment de la conclusion de la guerre d'Espagne. Sans doute que l'armée française est déjà à Madrid. Et dans cette lettre ironique ou satirique, Louis XVIII recommandait à son frère, son cousin Ferdinand, il lui recommandait ce genre de gouvernement qu'on nomme représentatif et que j'appelle, moi, récréatif, n'y ayant rien que je sache au monde si divertissant pour un roi, surtout lorsqu'il choisit lui-même ses députés. Donc c'est Louis XVIII donnant une recommandation sur le régime que le roi d'Espagne doit appliquer, un régime représentatif, mais bien choisi. Voici ce que dit Courrier. Le représentatif, ou ce qu'il fait dire à Louis XVIII, le représentatif me convient à merveille, pourvu toutefois que ce soit moi qui nomme les députés du peuple, comme nous l'avons établi en ce pays fort heureusement. Le représentatif de la sorte est une cocagne, mon cousin, l'argent nous arrive à foison. On fait voter par ces députés qu'on a choisis, on leur fait voter le budget qu'on veut, et donc on a tout l'argent qu'on souhaite. Le deuxième texte que Stendhal retient dans ses chefs-d'œuvre de Courrier, c'est cette lettre, cette pétition pour des villageois que l'on empêche de danser. Là aussi, c'est un texte contre les curés. C'est le curé qui fait régner l'ordre dans le village de Courrier, et c'est cet ordre moral contre lequel s'élève Courrier. Enfin, c'est le discours sur la souscription de Chambord. Et puis, bien entendu, Stendhal, dans le London Magazine, écrit un article sur l'assassinat de Courrier. La littérature française, dit-il, ne pouvait subir une plus grande perte. Depuis l'époque de Voltaire, aucun écrivain n'a égalé M. Courrier dans la satire en prose. Nul n'a écrit d'aussi délicieux pamphlet. Donc on a à la fois Voltaire, la satire, et puis maintenant le mot pamphlet qui apparaît. Sa mort est un grand bonheur pour les jésuites. Bon, c'est la congrégation
c'est la cible de choix. Monsieur Courier aurait été le Pascal du XIXe siècle, expression à laquelle je faisais allusion dans un instant. On a Pascal et Voltaire, cette généalogie du pamphlet français. Monsieur Courier était un ennemi déclaré de l'emphase ridicule et du pathétique affecté par lesquels Chateaubriand a corrompu la littérature française. Et on voit bien que d'un bout à l'autre, Courier est donc l'anti-Chateaubriand. L'anti-Chateaubriand, autre grand polémiste de la période. Auprès de Pascal et de Voltaire, Stendhal évoque également Montaigne pour la naïveté, la vigueur. Donc c'est toute une tradition française de la prose qui est là. Il évoque aussi, pour le côté bonhomme, La Fontaine et Molière. Alors, vous le voyez, il y a un lien très fort entre Courier et Stendhal. Bon, Stendhal est à une dizaine d'années de moins. Ils se sont connus au salon de l'Écluse. Bon, le salon de l'Écluse est un salon très célèbre de la période romantique. De l'Écluse est un peintre, mais il renonce assez vite à sa carrière de peintre pour celle de critique d'art. Et il est l'un des grands critiques d'art du XIXe siècle. Il est le critique d'art du Journal des débats pendant une très longue période. De l'Écluse est lié à Viollet-le-Duc. Sa sœur a épousé, je crois, Viollet-le-Duc, le père de l'architecte Viollet-le-Duc, et ils ont tous les deux des salons, ils habitent dans le même immeuble, ce sont des salons très fréquentés, et de l'Écluse a laissé des souvenirs qui sont publiés plus tard, qui s'appellent Souvenirs de 60 années, qui sont très intéressants pour la description de ce milieu littéraire et artistique de l'époque. Et de l'Écluse insiste bien sur le fait que ce qui réunit Stendhal et Courier, c'est la haine du clergé et la haine du pouvoir temporel du clergé. Et c'est aussi ce qui intéresse évidemment un auteur que j'ai cité la semaine dernière, Thibaudet, puisque Thibaudet insiste beaucoup sur cette proximité. Voici le pamphlet de Stendhal, pamphlet contemporain. Stendhal se met à écrire des pamphlets à partir du moment où il connaît Courier. Je reviendrai à Racine et Shakespeare, qui datent de 1823 et 1825. Donc c'est sur le modèle des pamphlets de Courier. Et le pamphlet de Stendhal, d'un nouveau complot contre les industriels, je le cite, il est intéressant, il est publié en 1825, je le cite parce que celui qui le réfute, c'est Armand Carrel, dont je parlerai ensuite, qui sera ma seconde grande figure de soldat littéraire du XIXe siècle et qui traite ce pamphlet de Stendhal de pasquinade, donc en référence là encore à l'âge classique et aux satires de l'âge classique. Alors Thibaudet dit de ces pamphlets Thibaudet repère bien l'importance de ces pamphlets de Courier pour la littérature française. Les pamphlets anticléricaux de Paul-Louis Courier, dit-il, sont gros d'une littérature romanesque. Le prêtre vu, compris, évoqué ou caricaturé du dehors peut devenir un personnage de roman. De là, Le Rouge et le Noir, chronique de 1830, puis Les Curés de Balzac, celui de Tours, celui de Village. Je crois que, je reviendrai dans un moment, j'évoquerai ce qui, dans Le Rouge et le Noir, est véritablement lié à ces textes de Courier. D'une certaine façon, on peut dire que le verrière du Rouge et le Noir, c'est le Luynes ou le Verretz de Courier. C'est la même chose qui s'y passe avec Monsieur de Rênal, l'abbé Chélan qui est évincé au profit d'un jeune abbé qui est tout semblable au curé de Courier.
ceux qui interdisent de danser. Et dans Le Rouge et le Noir, à Besançon, on a bien la lutte entre le janséniste et le congréganiste, l'abbé Pirard et l'abbé Frilair. Et au fond, rien n'explique mieux que Courrier ces passages anti-congréganistes, anti-jésuites de Courrier, de Stendhal. J'ai dit la semaine dernière qu'il y avait deux grandes affaires dans la vie de Courrier qui étaient à l'origine du mythe qui entourait le personnage, de cette légende qui entoure le personnage tout au long du siècle et qui contribue à sa célébrité de pamphlétaire. Et ces deux affaires d'État autour de Courrier, c'est celle de la tache d'encre et celle de son assassinat. Alors la tache d'encre, pourquoi Courrier est-il célèbre à cause d'une tache d'encre? C'est sans doute la tache d'encre, ai-je envie de dire, la plus célèbre de toute la littérature française. Lorsqu'il était officier d'artillerie sous l'Empire, en Italie, je l'ai dit, Courrier était un amateur qui fréquentait plutôt les bibliothèques que les terrains de combat. Il perdait ses régiments pour fouiller les bibliothèques et y trouver des manuscrits. Et en décembre 1807, alors qu'il traversait Florence, il a découvert dans un couvent un manuscrit de Daphnis et Chloé de Longus. Et dans ce manuscrit de Florence, il y avait un passage qui manque dans tous les autres manuscrits de Daphnis et Chloé. Une lacune dans toutes les versions connues, et notamment dans la fameuse traduction d'Amyot. C'est Amyot qui a traduit Longus en français. C'est donc l'une des traductions célèbres à l'origine du français moderne. On dit c'est notre langue, c'est la langue d'Amyot. Il a donc découvert un passage inconnu de tous les savants français, allemands, italiens, qui reposaient dans ce manuscrit de Florence. Il n'a dit à personne, et une fois qu'il a eu quitté l'armée en 1809, en novembre 1809, il est revenu à Florence pour transcrire ce passage précieux qui correspond en gros à 7 pages du texte de Daphnis et Chloé et qui est une lacune capitale, un moment capital du texte, puisque dans toutes les versions que l'on connaissait jusque-là, Daphnis et Chloé se rencontrent et puis ils sont amoureux. Mais on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. C'est donc une lacune tout à fait capitale pour qui s'intéresse à la cristallisation de l'amour. Et donc il revient à Florence, mais transcrivant ce passage, eh bien, il y a un accident, une étourderie, dit-il. Il fait une tache, un pâté. Dans son journal, il écrit « pâté sur le longus ». Pâté sur le longus. Ben, ce pâté sur le longus devient en quelques mois une énorme affaire d'État. C'est une affaire de la tache d'encre qui remonte jusqu'à Paris, bien entendu, et qui remonte jusqu'à l'empereur, jusqu'à Napoléon. Je vous ai dit que Courrier connaissait bien Napoléon. Ils étaient plus ou moins de la même génération et de la même origine. Et je n'entre pas dans les détails, mais dans la biographie de Jamet, à laquelle je vous renvoyais, bon, il y a peut-être 50 pages sur la tache d'encre, sur tout ce qui est lié à cette tache d'encre. Courrier est accusé par les Italiens, alors que l'Italie est occupée par l'armée française, il est accusé d'avoir fait cette tache délibérément pour garantir sa découverte, afin que personne ne puisse plus relire le passage après lui. Alors, il y a une très longue controverse pour savoir s'il s'agit d'un accident
ou d'un crime. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, que Courrier écrit son premier factum ou libelle, puisqu'on ne peut pas appeler cela encore pamphlet, contre le libraire parisien, M. Renoir, avec qui il devait publier ce nouveau Longus. C'est une lettre à M. Renoir sur une tache d'encre faite à un manuscrit de Florence. Il polémique avec son éditeur parisien, qui l'accuse d'avoir voulu profiter de la tâche pour revendiquer la découverte, en écartant Courrier, et avec qui il rompt. Et voici ce qu'il écrit dans ce qui n'est pas encore un pamphlet, le mot n'existe pas, mais qui est un libelle. Vous et M. Furia. M. Furia, c'est le bibliothécaire de Florence, qui l'a humilié, puisque ce bibliothécaire avait fait l'inventaire de ses manuscrits. C'est sur cet inventaire que Courrier s'était rendu, sur la foi de cet inventaire, Courrier s'était rendu à Florence pour regarder le manuscrit, et il est tombé sur ce passage que le bibliothécaire n'avait pas vu. Donc le bibliothécaire est humilié. Vous et M. Furia, vous alliez vous parer de mes plus belles plumes, et je restais avec la tache d'encre, que personne ne me contestait. J'avais pensé faire deux parts, le profit pour vous, l'éditeur, l'honneur pour moi. Vous vouliez avoir l'un et l'autre et ne me laisser que le pâté. Une pareille prétention rompait tous nos arrangements. Donc il y a ce long pamphlet contre l'éditeur profiteur. Et Courrier est très discret sur son pamphlet, puisque dans le même texte, sur son pâté, puisque dans le même texte, il écrit « J'y fis, par étourderie, une tache d'encre qui couvrait une vingtaine de mots dans l'endroit inédit déjà transcrit par moi. Pour réparer en quelque sorte ce petit malheur, j'offris, sans qu'on me le demandât, ma copie. Mais finalement, il n'a pas donné sa copie, et sa copie est restée, le seul état authentique du texte qu'il avait découvert. Bon, vous voyez qu'il est discret sur sa tache d'encre. En vérité, il avait maculé toute la page, puisque voici la photographie du manuscrit qui est en effet devenu illisible après son passage. Et voici comment il a découvert, il a recouvert d'encre, en vérité, ce qui fait 7 pages de texte dans l'édition. C'est très serré, ça fait 7 pages de texte dans l'édition de Longus. C'est donc une affaire d'État que ce pâté, ce fameux pâté, dont Carrel dira dans son introduction aux œuvres de Courrier que ça a été l'occasion pour lui d'écrire quelques pages remplies de ce fiel satirique, de cette verve d'insolence un peu abandonnée et pourtant de bon goût, dont il n'y a plus de modèle depuis les réponses de Voltaire à Fréron. Avec cela, le style des provinciales. Toujours Voltaire, Pascal, mais on peut dire que Courrier, au fond, a trouvé sa veine dans cette tache d'encre. Alors apparemment, dit-il, il avait nettoyé sa plume avec une feuille, et puis par mégarde, il a mis cette feuille comme marque-page pour repérer l'endroit où se trouvait le passage inédit qu'il avait trouvé. J'ai dit deuxième légende, celle de ce mystérieux assassinat dans ce bois qui lui appartient en Touraine, le bois de Larcé, le 10 avril 1825, alors que peu de temps avant, il écrivait dans l'un de ses pamphlets « Ce matin, me promenant dans le palais royal, quelqu'un lui dit « Prends garde, Paul-Louis, prends garde, les cagots te feront assassiner. Quelle garde veux-tu, lui dis-je, que je prenne? Ils ont fait tuer des rois. » Lui-même est assassiné peu de temps après, et évidemment, on croit au crime politique. C'est la théorie du complot. Est-ce un crime politique ou un crime familial? Son ami de l'Écluse écrit aussitôt dans son journal « Comme je demandais à Bobet, Bobet c'est l'imprimeur de Courrier, s'il savait quelques détails au sujet de cet assassinat, il n'a pas balancé un instant pour me dire que Courrier devait cela à sa femme et surtout à sa belle-mère.
il ne paraît pas douter un instant que le crime ne soit le résultat d'une vengeance de famille. Mais la thèse qui court à Paris, c'est la thèse politique. Et il ajoute aussitôt, de l'Écluse, la nouvelle de l'assassinat de Courier a fait impression sur le public. Tous ceux qui n'ont entendu parler de lui que comme écrivain politique et qui sont étrangers à ce qui le touche personnellement n'ont pas manqué de dire à l'instant que ce sont les jésuites qui l'ont fait tuer. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à qui on ne peut pas ôter cela de la tête. Le procès a lieu quelques mois plus tard, en septembre 1825. C'est son garde forestier qui est accusé, mais qui sera acquitté par manque de preuves, et le mystère et la théorie du complot politique dureront jusqu'à la fin, pratiquement, de la Restauration. Il y aura un rebondissement en 1829 où on découvrira un témoin, une jeune bergère qui était là avec un jeune berger dans le bois à la même heure et qui n'avait pas osé le dire à l'époque. Et on découvrira, grâce à elle, qu'il s'agissait d'un complot des domestiques de Courier et que le meurtre avait été commandité par 2 de ses serviteurs qui le trompaient avec sa jeune femme. Comme je vous le rappelle, je vous disais la semaine dernière qu'à l'âge de 42 ans, en 1814, il avait épousé la fille de son professeur de grec, professeur au Collège de France, qui en avait 19. Eh bien, cette jeune femme le trompait avec les domestiques, et c'est les domestiques qui l'ont fait assassiner. Là aussi, il y a une chronique abondante en 1830 pour le second procès de Courier, où le garde forestier est acquitté et les complices aussi par manque de preuves. Mais vous voyez que tout ça alimente une légende qui n'est pas seulement littéraire, de ce Courier combattant, soldat et helléniste, et en même temps assassiné. Vous trouverez tout cela avec beaucoup plus de détails dans la biographie de Jamet. Donc c'est un solitaire, c'est un individualiste, c'est un dilettante. Sainte-Beuve le caractérise comme un homme d'humeur, un caractère difficile, un misanthrope, un mécontent. C'est un rouspéteur, et c'est pourquoi Thibaudet le comparait à cette tradition de la Troisième République. C'est quelqu'un qui est à l'écart dans le milieu littéraire, un solitaire, car elle dit de lui « Au milieu des gens qui semblaient travailler à se ressembler les uns aux autres et qui faisaient commerce des douceurs réciproques de la confraternité littéraire, il se présenta seul, sans prôneur, sans ami, sans compère. » Et vous retrouvez les termes que j'ai examinés l'année dernière, le prône, le compérage, c'était la louange, ce sont les termes de Stendhal, toujours, qui s'opposent à l'éreintage. Le compérage et l'éreintage font couple. Mais Carrel a tout de même été reçu par Decazes, Premier ministre de Louis XVIII, après ses premières pétitions, et il a probablement été reçu par le duc d'Orléans, futur Louis-Philippe, intéressé par un pamphlétaire hostile à la Restauration. Et puis, je l'ai dit, il était familier de l'Écluse, de Stendhal, de Victor Cousin, de Sainte-Beuve, qu'il a connu peu avant sa mort. C'était un puriste du point de vue de la langue française, un pointilliste. Il a traduit Amyot, le passage qui manquait, en contrefaisant, il a traduit Longus en contrefaisant le style d'Amyot, puisque Longus avait été traduit par Amyot. C'est donc un pasticheur de la langue française de la Renaissance du XVIe siècle. C'est un atrabilaire, ainsi qu'il est souvent caractérisé, et il écrivait par exemple à sa jeune femme, juste après leur mariage, et alors qu'il avait fait une fugue, en raison de ses mauvais rapports avec sa belle-mère, « Ton sermon me fait grand plaisir, tu me prêches sur la nécessité de plaire aux gens que l'on voit,
et de faire des frais pour cela. Et comme s'il ne tenait qu'à moi, tu m'y engages fort sérieusement et le plus joliment du monde. Tu ne peux rien dire qu'avec grâce, mais je te répondrai, moi, ne forçons point notre talent. C'est La Fontaine qui l'a dit. Si Dieu m'a créé bourru, bourru, je dois vivre et mourir. En effet, on peut dire que quelques années plus tard, il est mort bourru, comme il l'avait prévu. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la consécration, et je dirais même l'invention, grâce à lui, du pamphlet, qui devient un genre important de la littérature française à partir de cette date, genre, comme le disait Thibaudet, que je citais la semaine dernière, genre qui est passé de gauche à droite au cours du XIXe siècle. L'année dernière, j'avais parlé de cette notion de personnalité. La personnalité, c'est l'argument contre la personne, la satire de la personne. Et voici la définition qu'on trouvait dans le Larousse du XIXe siècle de cette personnalité dont je parlais l'an dernier. Personnalité, donc, qui n'est pas notre sens contemporain de la personnalité, paroles offensantes dirigées expressément contre une personne. Et l'exemple était celui-ci, se permettre des personnalités, la personnalité maniée cruellement effraie jusqu'au rieur. La personnalité, c'est donc du discours au XIXe siècle. Et la citation que Larousse propose, c'est une citation de Carrel, dont nous parlerons bientôt. Et c'est une citation de Carrel précisément à propos de Courrier, le plus grand pamphlétaire du siècle, à propos de sa lettre à l'Académie des inscriptions, sa lettre d'injure après son échec à l'Académie lors de la succession de son beau-père. Et voici ce que Carrel écrivait expressément: la personnalité maniée si cruellement effraie jusqu'au rieur, pour peu qu'il soit exposé à rencontrer un si terrible homme et à lui déplaire. Carrel appelle donc bien personnalité la charge contre la personne, et il appelle personnalité ce que nous appellerions un pamphlet. Ces textes sont des pamphlets. Voici les deux discours de Courrier, ce simple discours sur Chambord, et puis le procès beaucoup plus développé dans lequel il reprendra toute son argumentation en racontant le procès. On lit dans ce procès, donc dans le second texte, son échange avec le président de la cour d'assises. Le président: vous avez outragé tout le corps de la noblesse, l'ancienne et la nouvelle, et vous ne respectez pas plus l'une que l'autre. Courrier: sans m'expliquer là-dessus, je vous ferai remarquer, Monsieur le Président, que j'ai spécifié, particularisé la noblesse de race et d'antique origine. Le Président: eh bien, dans l'ancienne noblesse, il y a des familles sans tache qui ne doivent rien aux femmes, les Noailles, les Richelieu. L'argumentation de Courrier étant que tous les progrès de la noblesse se sont faits par les femmes. Les Richelieu, tout le monde sait l'histoire du pavillon d'Hanovre et de la guerre d'Allemagne, Madame de Pompadour étant Premier ministre. Le Président: assez, point de personnalité. Voici la personnalité qui revient dans ce texte. Eh bien, après la personnalité, ou l'épigramme, autre forme que j'ai analysée l'année dernière, l'épigramme et la personnalité, ce sont les formes brèves de l'attaque. Voici le pamphlet qui est l'arme plus développée ou plus volumineuse de la guerre littéraire. Mais ce que nous montrent ces textes, c'est que la limite, évidemment, est poreuse entre personnalité et pamphlet. C'est une limite de volume, de taille, et je crois que ce qui est très frappant, très intéressant, c'est que comme personnalité, le mot pamphlet est un anglicisme en français
du début du 19e siècle. Je vous avais montré l'année dernière comment le terme de personnalité, au sens de parole offensante, venait du parlementarisme anglais. C'était auprès des parlementaires que la personnalité était interdite. Et je vous rappelais que dans le règlement intérieur du Sénat américain, le mot de personnalité, dans ce sens-là, figurait encore il y a quelques années pour dire la personnalité est interdite. Personnalité est un anglicisme en français. Eh bien, il en est de même de pamphlet au début du XIXe siècle. Voici l'article du pamphlet, du mot pamphlet dans l'Oxford English Dictionary. Vous verrez que c'est une étymologie très intéressante. Pamphlet, a familiar name of the 12th century Latin amatory poem or comedy Pamphilus de amore. Le pamphlet vient du Pamphilus ou de l'amour dans un catalogue de manuscrits du Louvre. C'est donc du latin post-classique venant d'un nom propre, Pamphilus. Pamphilus, c'est un nom propre. Le sens apparent, the extended sense, is apparently not attested in Middle French, but does occur in post-classical Latin in British sources. Pamphletus, 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 toujours dans le sens de short treatise, petit traité, short work, work of polemical nature. Donc le pamphlet, d'après le Pamphilus ou de l'amour, c'est un petit traité, un petit livre de peu de pages. En anglais contemporain, le pamphlet a encore ce sens. Le pamphlet, c'est le tract, c'est la brochure, mais non pas en français. Voici les entrées du dictionnaire de l'Académie française, qui nous montrent bien cette évolution. En 1762, il y a une entrée pour le mot pamphlet. En 1798, l'orthographe est déjà pamphlet. Mot anglais qui s'emploie quelquefois dans notre langue et qui signifie brochure. Et puis dans la 6e édition, en 1835, le mot a changé de sens. Mot emprunté de l'anglais, brochure, il se prend souvent en mauvaise part. Un pamphlet injurieux, séditieux, ce pamphlet est spirituel et contient quelques idées fort justes, un auteur, un faiseur de pamphlets. Bref, on voit bien comment on est passé du sens en quelque sorte neutre, objectif, qui est celui du petit traité, au sens polémique, qui est celui dans lequel on emploie le mot le plus couramment en français aujourd'hui. Voici l'entrée du littré. 1. Petit livre de peu de pages. 2. Il se prend souvent en mauvaise part. Et puis l'étymologie très intéressante, parce qu'il y a une étymologie populaire et une étymologie savante. Étymologie anglais, pamphlet, qui est dans Shakespeare, pamphlet et pamphlet, de palm, feuillette, feuillet qui se tient dans la main. Donc l'étymologie populaire du pamphlet, c'est palme, feuillette, le feuillet qu'on tient dans la main, ce qui est probable. Mais dans les suppléments du littré, eh bien, littré corrige et à l'étymologie populaire oppose l'étymologie savante, celle du pamphilus, que nous devons à Gaston Paris. Supplément au dictionnaire pamphlet, selon Littré, à la conjecture palme-feuillet, M. Gaston Paris en oppose une autre. Il signale que dans la seconde moitié du XIIIe siècle, pamphlet est cité dans la traduction néerlandaise de Flore et Blancheflore. Or, pamphlet est le nom vulgaire de Pamphilus, espèce de comédie en vers latin du XIIe siècle. Appuyé là-dessus, il dit « Je suis porté à croire que de cette forme diminutive dérive le mot anglais pamphlet, dont l'origine a tant exercé les érudits. Ce serait une preuve de plus
de la grande popularité de notre poème au XVe siècle. Donc deux étymologies, l'une populaire, le feuillet qu'il tient dans la main, l'autre savante, le pamphilus. En tout cas, nous avons là un mot qui, en français, a glissé de son sens neutre à son sens polémique le plus courant aujourd'hui. Chez Courier, eh bien chez Courier, le mot n'apparaît pas avant le procès de 1821. Ce sont ses juges, ce sont les procureurs qui l'utilisent contre lui. Ce n'est pas un mot de lui, c'est un mot de ses ennemis. Et voici comment il résume le propos du procureur du roi lors de son procès, dans le compte-rendu qu'il en fait. Lesquelles propositions scandaleuses, impies et révolutionnaires auraient été par lui recueillies, mises en lumière dans un pamphlet intitulé « Simple discours », espèce de factum pour les princes contre les courtisans, saisi par la police comme contraire aux pensions, gratifications et dilapidations de la fortune publique, poursuivi par monsieur le procureur du roi comme étant propre à éclairer les dits princes et rois sur leur vrai intérêt. Donc Courier reprend le terme de ses juges au sens de brochure et puis au sens polémique. Et c'est seulement dans sa dernière brochure, le pamphlet des pamphlets, où il revient sur son procès, et c'est là que le terme prend pleinement le sens qu'il a pour nous. Tout ce texte joue sur le double sens du mot, brochure et satire, si l'on veut. Courier commence par rappeler qu'il a été traité, dit-il, de vil pamphlétaire. C'est ça qui l'a vexé, c'est ça qui l'a blessé, c'est cette expression de vil pamphlétaire utilisée par l'avocat général. Et, conclut-il, ce mot décida tout. Dans le compte-rendu du procès, et là aussi c'est très intéressant, voici ce qu'avait soutenu le procureur du roi. Voici le pamphlet des pamphlets. Le procureur du roi soutenait qu'il y avait une différence qu'il y a de l'historien au pamphlétaire, qu'il appelle aussi libelliste. L'un peut dire la vérité parce qu'il fait de gros volumes qu'on ne lit pas, l'historien. L'autre ne doit pas dire vrai parce qu'on le lit en petits volumes. L'auteur de la brochure va vous conter qu'il a copié les historiens. Mensonge, messieurs, mensonge odieux, aussi dangereux que coupable, car l'histoire n'est pas toute dans sa brochure. Il devait copier tout ou rien. Il montre le laid, cache le beau. Et on voit bien l'idée du procureur, c'est que si c'est court, c'est dangereux, parce que c'est lu. Dès que c'est court, c'est donc mauvais. Et vous vous souvenez sans doute de la loi que j'évoquais, la loi sur la diffamation l'an dernier. Les volumes longs ne sont pas soumis à la censure préalable. Dès que c'est au-dessus d'un certain nombre de feuilles, il n'y a pas besoin de censure préalable parce qu'au fond, personne ne lira, ou seulement très peu de gens. Mais lorsque c'est une feuille qu'on plie en 3 et qui fait 16 pages, eh bien c'est nécessairement mauvais. Et le mot de pamphlétaire qui apparaît ici, eh bien lui aussi c'est un anglicisme, c'est copié sur le pamphlétaire anglais. On a trouvé aussi en français pamphlétier d'abord, plus proche de l'anglais. Ce sont des mots qui sont encore très rares à la date de 1824, où c'est véritablement Courier qui les répand. Le pamphlet des pamphlets met en scène une conversation de Courier avec l'un de ses jurés à la sortie du tribunal, où il vient d'être condamné à 2 mois de prison à Sainte-Pélagie. Il tombe sur un de ses jurés. C'est en tribunal d'assises que les délits de presse est jugé. Et ce juré avec qui il a une conversation, c'est un libraire, Artus Bertrand.
La firme existe toujours, mais elle n'est plus dans la librairie. Ce libraire s'y connaît donc très bien dans les formats de livres, et voici leur conversation. « Je ne l'ai point lu, me dit-il, mais c'est un pamphlet, cela me suffit. Puisque c'est un pamphlet, c'est condamnable. » Alors je lui demandais ce que c'était qu'un pamphlet et le sens de ce mot qui semble m'être nouveau. Il est nouveau, mais pas tout à fait nouveau. Avait besoin pour moi de quelques explications. C'est, répondit-il, un écrit de peu de pages comme le vôtre, d'une feuille ou deux seulement. Un pamphlet, une feuille ou deux seulement. Une feuille pliée en trois, ça fait 16 pages. Deux feuilles, ça fait 32 pages. Donc un pamphlet, c'est un maximum de 32 pages pour le libraire. De 3 feuilles, repris-je, serait-ce encore un pamphlet? Peut-être, me dit-il, dans l'acception commune, mais proprement parlant, le pamphlet n'a qu'une feuille seule. 2 ou plus font une brochure. Et 10 feuilles, 15 feuilles, 20 feuilles font un volume, dit-il, un ouvrage. Donc, c'est principalement une feuille qui est condamnée, et vous voyez qu'on joue sur les mots, sur le sens propre, sur l'acception commune, et le pauvre Courrier n'a qu'à s'incliner. « Je suis donc pamphlétaire, dit-il. Allez, mon bon monsieur, lui répond Artus Bertrand, et ne péchez plus, allez à Sainte-Pélagie. » Pamphlet, Sainte-Pélagie. Inutile donc de lire, et vous voyez bien le glissement du premier au second sens du terme, mais le pamphlet, vous ne le lisez pas? Non, parce que le pamphlet ne saurait être bon. Qui dit pamphlet dit un écrit tout plein de poison. Conversation que Courrier conclut de cette manière. Dieu, délivre-nous du malin et du langage figuré. Le sens métaphorique de pamphlet, non seulement le sens neutre, mais le sens polémique ou le sens condamné. Jésus, mon sauveur, sauvez-nous de la métaphore. Ce qui est évidemment un pastiche du dialogue de Pascal avec le bon père dans les provinciales. Donc, si tout le monde retrouve des provinciales chez Courrier, c'est parce que Courrier y a mis des provinciales. C'est le texte dont il s'inspire en effet. Et la polémique porte donc sur la nature des provinciales. Monsieur, lui dis-je, les lettres provinciales de Pascal, ô livre admirable, divin, le chef-d'œuvre de notre langue. Eh bien, ce chef-d'œuvre divin, ce sont pourtant des pamphlets, des feuilles qui parurent. Non, tenez, j'ai là-dessus mes principes, mes idées. Autant j'honore les grands ouvrages faits pour durer et vivre dans la postérité, autant je méprise et déteste ces petits écrits éphémères, ces papiers qui vont de main en main et parlent aux gens d'à présent des faits, des choses d'aujourd'hui. Je ne puis souffrir les pamphlets. Et vous aimez les provinciales, petites lettres, comme alors on les appelait quand elles allaient de main en main. Cette analogie entre les pamphlets de Courrier et les provinciales de Pascal, on la trouvera comme un leitmotiv du Port-Royal de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve avait ce tic qu'on a souvent condamné de comparer le passé au présent, de faire des allusions au présent alors qu'il parle du passé. Eh bien, de manière très répétée, Sainte-Beuve compare les provinciales dans Port-Royal aux pamphlets de Courrier et aux écrits d'Armand Carrel. Ce sont toujours les deux Pascal contemporains. Courrier lui-même revendiquait haut et fort cette filiation. Il écrivait, toujours dans le pamphlet des pamphlets, « Quand ils crient contre les pamphlets, journaux, brochures, ils ont leurs raisons admirables, j'ai les miennes et voudrais qu'on en fît davantage, que chacun publiât tout ce qu'il pense et sait. Les jésuites aussi criaient contre Pascal et l'eussent appelé pamphlétaire, mais le mot n'existait pas encore. Ils l'appelaient tison d'enfer, la même chose en style cagot. » Vous voyez toute cette insistance sur la naissance du mot pamphlétaire
et du mot pamphlet. Et Courrier, dans ce pamphlet des pamphlets, fait une sorte de généalogie de ce genre nouveau pour montrer que, au fond, la chose n'est pas tout à fait nouvelle. Et c'est évidemment un mot qui se répand alors. J'évoquais Stendhal. Stendhal, c'est le moment où il écrit des pamphlets. Et n'oublions pas que Racine et Shakespeare se présentent comme un pamphlet dans lequel Stendhal, dans ses deux textes de 1823 et 1825, manifeste du romantisme. Voici ce que dit le Romain Colomb, qui est le cousin, l'exécuteur testamentaire de Stendhal. Belle soumit son manuscrit à Paul-Louis Courrier, manuscrit de Racine et Shakespeare, dont les écrits occupaient alors le premier rang parmi les publications contemporaines. Sans doute les conseils du célèbre vigneron de la Chavonnière profitèrent à l'arrangement et au mode de présentation des idées du romantique. Le public n'eut qu'à s'en féliciter. C'était du reste chose curieuse que de voir le fervent adorateur et l'heureux imitateur des anciens, Courrier, écouter et diriger les attaques de l'ardente ennemi des classiques. Stendhal, le romantique. Et on lit dans les souvenirs de l'Écluse, 15 février, mardi gras, 1825, donc peu avant la mort de Courrier. Dimanche dernier, la réunion a été assez nombreuse chez moi. Courrier est venu et Belle a lu son pamphlet sur le romantisme, dirigé particulièrement contre l'Académie. Vous voyez, au fond, le pamphlet de Stendhal contre l'Académie française, le second Racine et Shakespeare, c'est une variante de ces pamphlets de Courrier. Il y a donc une assez grande proximité entre les deux, et c'est toujours dans le Racine et Stendhal que Racine et Shakespeare que Stendhal développe cette proximité. Si un romantique était ici présent, dit l'académicien à qui il prête la parole, Auger, qui a fait un discours contre le romantisme, si un romantique était ici présent, je ne fais aucun doute, messieurs, qu'il ne se permit, dans quelques misérables pamphlets, de rendre un compte ridicule de nos travaux, si importants pour la gloire nationale. Je sais bien que nous dirons qu'il y a un manque de goût scandaleux dans de tels ouvrages, qu'ils sont grossiers. D'après un exemple officiel, nous pourrons même aller jusqu'à les traiter de cyniques. Mais voyez, messieurs, comme tout change. Il y a 40 ans qu'un tel mot eût suffi pour perdre non seulement le livre le plus travaillé, mais encore son malheureux auteur. Hélas, naguère ce mot cynique appliqué aux écrits d'un certain vigneron, homme sans existence et qui n'a pas même de voiture, n'a servi qu'à faire vendre 20 000 exemplaires de son pamphlet. Vous voyez que Courrier est très présent chez Stendhal dans Racine et Shakespeare, qu'il appelle lui-même « mon pamphlet ». C'est son pamphlet, et on peut d'ailleurs observer que le mot apparaît en 1825, il n'apparaît pas en 1823. C'est bien entre les deux, c'est bien lié au pamphlet des pamphlets de Courrier que le mot est entré dans la langue française. On trouve cela, trace de tout cela dans Le Rouge et le Noir, bien entendu. Le Rouge et le Noir qui est publié 1830, peu après la mort de Courrier, mais tout cela est très présent. Et je voudrais vous montrer un seul passage du Rouge et le Noir où Courrier est évoqué. Il est évoqué par le comte Altamira, le conspirateur libéral, lors de sa conversation avec Julien dans un bal où il décrit Paris. On hait la pensée dans vos salons, les salons parisiens, on hait la pensée dans vos salons, il faut qu'elle ne s'élève pas au-dessus de la pointe d'un couplet de vaudeville,
alors on la récompense, mais l'homme qui pense, s'il a de l'énergie et de la nouveauté dans ses saillies, vous l'appelez cynique. N'est-ce pas ce nom-là qu'un de vos juges a donné à Courier? Vous voyez, le terme de cynique, qui a été utilisé par le procureur contre Courier dans son procès de 1821, revient encore dans le Rouge et le Noir. Vous l'avez mis en prison, ainsi que Béranger. Tout ce qui vaut quelque chose, chez vous, par l'esprit, la congrégation le jette à la police correctionnelle et la bonne compagnie applaudit. C'est ce que votre société vieillit prise, avant tout les convenances. Le pamphlet mène donc directement en prison, à Sainte-Pélagie. Et Courier et Béranger, Béranger qui est aussi cité ici par Stendhal, ont été parmi les premiers locataires de Sainte-Pélagie en 1821, condamnés en raison de leur outrage à la morale publique et religieuse. Je terminerai sur cette entrée en prison de Courier en 1821. Il écrit à sa femme, à la veille d'entrer en prison, « Je vais décidément me loger où tu sais, aujourd'hui ou demain. » Et puis le lendemain, « Ce soir, je m'établis à Sainte-Pélagie, non sans beaucoup de répugnance. On y est fort bien, on ne manque de rien, on voit du monde, on reçoit des visites de dehors, plus que je n'en voudrais. » Et je vous invite à lire les lettres qui suivent, où on a une description très très détaillée de Sainte-Pélagie en 1821 et du régime agréable de cette prison. Et puis dans une lettre suivante, lorsqu'il se trouve à Sainte-Pélagie, l'homme qui fait de jolies chansons, Béranger, disait l'autre jour, en lui rendant visite à dîner à Sainte-Pélagie, « À la place de M. Courier, je ne donnerai pas ces 2 mois de prison pour 100 000 francs. » 2 mois de prison, c'est la célébrité. Béranger n'a pas eu longtemps à attendre, puisque quand Courier libérera sa cellule, c'est Béranger qui l'occupera. Et Sainte-Beuve, commentant cette lettre, écrit ceci, « C'était l'âge d'or de l'incarcération politique. » Je crois que je terminerai cette expression, âge d'or de l'incarcération politique, le pamphlet mené en prison. Voici que le mot est entré dans la langue française et qu'il pourra être utilisé comme un genre littéraire par beaucoup d'écrivains par la suite. Je vous remercie.